Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de prendre l'appareil photo, de le mettre autrement et j'espère que ça se voit un peu mieux la lecture, mais bon, franchement c'est un peu compliqué à bien fixer l'appareil photo quand je suis en train de lire. Je vois que tout est flou, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons passer au chapitre 29, la nuit. Se sacrifier à ses passions passe, mais à des passions qu'on n'a pas. Au triste 19e siècle, Girodet. Après avoir lu sans plaisir d'abord les longues lettres de Julien, Madame de Fervaques commençait à en être occupée. Mais une chose la désolait. Quel dommage que Monsieur Sorel ne soit pas décidément prêtre. On pourrait l'admettre à une sorte d'intimité avec cette croix et cet habit presque bourgeois. On est exposé à des questions cruelles et que répondre? Elle n'achevait pas sa pensée. Quelque ami maligne peut supposer et même répandre que c'est un petit cousin subalterne, parent de mon père, quelque marchand décoré par la garde nationale. Jusqu'au moment où elle avait vu Julien, le plus grand plaisir de Madame de Fervaques avait été d'écrire le mot maréchal à côté de son nom. Ensuite, une vanité de parvenue maladive et qui s'offensait de tout combattit un commencement d'intérêt. Il me serait si facile, se disait la maréchale, d'en faire un grand vicaire dans quelque diocèse voisin de Paris. Mais M. Sorel tout court est encore petit secrétaire de M. de la Mole. C'est désolant. Pour la première fois, cette âme qui craignait tant était émue d'un intérêt étranger à ses prétentions de rang et de supériorité sociale. Son vieux portier remarqua que, lorsqu'il apportait une lettre de ce beau jeune homme, qui avait l'air si triste, il était sûr de voir disparaître l'air distrait et mécontent que la maréchale avait toujours soin de prendre à l'arrivée d'un de ses gens. La nuit, d'une façon de vivre toute ambitieuse d'effet sur le public, sans qu'il y eût au fond du cœur jouissance réelle pour ce genre de succès, était devenue si intolérable depuis qu'on pensait à Julien que pour que les femmes de chambre ne fussent pas maltraitées de toute une journée, il suffisait que, pendant la soirée de la veille, on eût passé une heure avec ce jeune homme singulier. Son crédit naissant résista à des lettres anonymes, fort bien faites. En vain, le petit Tambo fournit à messieurs de Louz, de Croisenois, de Caylus, deux ou trois calomnies fort adroites, et que ces messieurs prirent plaisir à répandre sans trop se rendre compte de la vérité des accusations. La maréchale, dont l'esprit n'était pas fait pour résister à ces moyens vulgaires, racontait ses doutes à Mathilde et toujours était consolée. Un jour, après avoir demandé 3 fois s'il y avait des lettres, Madame de Fervaques se décida subitement à répondre à Julien. Ce fut une victoire de la nuit. À la seconde lettre, la maréchale fut presque arrêtée par l'inconvenance d'écrire de sa main une adresse aussi vulgaire à Monsieur Sorel, chez Monsieur le marquis de la Mole. Il faut, dit-elle le soir à Julien d'un air fort sec, que vous m'apportiez des enveloppes sur lesquelles il y aura votre adresse. Me voilà constitué amant valet de chambre, pensa Julien. Il s'inclina en prenant plaisir à se grimer comme Arsène, le vieux valet de chambre du marquis. Le même soir, elle apporta des enveloppes, et le lendemain, de fort bonne heure, il lut une troisième lettre. Il en lut 5 ou 6 lignes au commencement, et 2 ou 3 vers la fin. Elle avait 4 pages d'une petite écriture fort serrée. Peu à peu, on prit la douce habitude d'écrire presque tous les jours. Julien répondait par des copies fidèles des lettres russes, et tel est l'avantage du style emphatique. Madame de Fervaques n'était point étonnée du peu de rapport des réponses avec ses lettres. Quelle n'ait pas été l'irritation de son orgueil si le petit Tambo, qui s'était constitué espion volontaire des démarches de Julien, eût pu lui apprendre que toutes ces lettres non décachetées étaient jetées au hasard dans le tiroir de Julien. Un matin, le portier lui apportait dans la bibliothèque une lettre de la maréchale. Mathilde rencontra cet homme, vit la lettre à l'adresse de l'écriture de Julien. Elle entra dans la bibliothèque comme le portier en sortait. La lettre était encore sur le bord de la table. Julien, fort occupé à écrire, ne l'avait pas placée dans son tiroir. Voilà ce que je ne puis souffrir, s'écria Mathilde en s'emparant de la lettre. Vous
Vous m'oubliez tout à fait, moi qui suis votre épouse. Votre conduite est affreuse, monsieur. » À ces mots, son orgueil étonné et de l'effroyable inconvenance de sa démarche la suffoqua. Elle fondit en larmes et bientôt parut à Julien hors d'état de respirer. Surpris, confondu, Julien ne distinguait pas bien tout ce que cette scène avait d'admirable et d'heureux pour lui. Il aida Mathilde à s'asseoir, elle s'abandonnait presque dans ses bras. Le premier instant où il s'aperçut de ce mouvement fut de joie extrême. Le second fut une pensée pour Korasoff. Je puis tout perdre par un seul mot. Ses bras se raidirent, tant l'effort imposé par la politique était pénible. Je ne dois pas même me permettre de presser contre mon cœur ce corps souple et charmant, où elle me méprise et me maltraite. Quel affreux caractère! Et en maudissant le caractère de Mathilde, il en aimait 100 fois plus. Il lui semblait avoir dans ses bras une reine. L'impassible froideur de Julien redoubla le malheur d'orgueil qui déchirait l'âme de mademoiselle de La Mole. Elle était loin d'avoir le sang-froid nécessaire pour chercher à deviner dans ses yeux ce qu'il sentait pour elle en cet instant. Elle ne put se résoudre à le regarder. Elle tremblait de rencontrer l'expression du mépris. Assise sur le divan de la bibliothèque, immobile et la tête tournée du côté opposé à Julien, elle était en proie aux plus vives douleurs que l'orgueil et l'amour puissent faire éprouver à une âme humaine. Dans quelle atroce démarche elle venait de tomber! Il m'était réservé, malheureuse que je suis, de voir repousser les avances les plus indécentes. Et repousser par qui? Ajoutait l'orgueil fou de douleur. Repoussé par un domestique de mon père. Est-ce que je ne souffrirai pas, dit-elle à haute voix, et se levant avec fureur, elle ouvrit le tiroir de la table de Julien placé à 2 pas devant elle. Elle resta comme glacée d'horreur en y voyant 8 ou 10 lettres non ouvertes, semblables en tout à celles que le portier démontait. Sur toutes les adresses, elle reconnaissait l'écriture de Julien, plus ou moins contrefaite. Ainsi s'écria-t-elle, hors d'elle-même, non seulement vous êtes bien avec elle, mais encore vous la méprisez. Vous, un homme de rien, méprisez madame la maréchale de Fervaques. Ah, pardon, mon ami, ajouta-t-elle, en se jetant à ses genoux. Méprise-moi si tu veux, mais aime-moi. Je ne puis plus vivre privée de ton amour. Et elle tomba tout à fait évanouie. La voilà donc, cette orgueilleuse à mes pieds, se dit Julien. Chapitre 30. Une loge au buffet. As the blackest sky foretells the heaviest tempest. Don Juan. Au milieu de tous ces grands mouvements, Julien était plus étonné qu'heureux. Les injures de Mathilde lui montraient combien la politique russe était sage. Peu parler, peu agir, voilà mon unique moyen de salut. Il releva Mathilde et sans mot dire la replaça sur le divan. Peu à peu, les larmes la gagnèrent. Pour se donner une contenance, elle prit dans ses mains les lettres de madame de Fervaques. Elle les décachetait lentement, et elle eut un mouvement nerveux bien marqué quand elle reconnut l'écriture de la maréchale. Elle tournait sans les lire les feuilles de ces lettres. La plupart avaient 6 pages. « Répondez-moi, du moins, dit enfin Mathilde du ton de voix le plus suppliant, mais sans oser regarder Julien. Vous savez bien que j'ai de l'orgueil. C'est le malheur de ma position, même de mon caractère. Je l'avouerai, madame de Fervaques m'a donc enlevé votre cœur. A-t-elle fait pour vous tous les sacrifices où ce fatal amour m'a entraîné ?» Un morne silence fut toute la réponse de Julien. De quel droit pensait-il, me demande-t-elle, une indiscrétion indigne d'un honnête homme? Mathilde essaya de lire les lettres, et ses yeux remplis de larmes lui en ôtaient la possibilité. Depuis un mois, elle était malheureuse. Mais cette âme hautaine était bien loin de s'avouer ses sentiments. Le hasard tout seul avait amené cette explosion. Un instant, la jalousie et l'amour avaient emporté sur l'orgueil. Elle était placée sur le divan et fort près de Julien. Il voyait ses cheveux et son cou d'albâtre. Un moment, il oublia tout ce qui se devait, et passa le bras autour de sa taille et la serra presque contre sa poitrine. Elle tourna la tête vers lui lentement, et fut étonnée de l'extrême douleur qui était dans ses yeux. C'était à ne pas reconnaître leur physionomie habituelle. Julien sentit ses forces l'abandonner, tant était mortellement pénible l'acte de courage qui s'imposait. Ses yeux s'exprimeront bientôt que le plus froid des dents, se dit Julien.
si je me laisse entraîner au bonheur de l'aimer. Cependant, d'une voix éteinte et avec des paroles qu'elle avait à peine la force d'achever, elle lui répétait en ce moment l'assurance de tous ses regrets pour des démarches que trop d'orgueil avait pu conseiller. J'ai aussi de l'orgueil, lui dit Julien d'une voix à peine formée, et ses traits peignaient le point extrême de l'abattement physique. Mathilde se retourna vivement vers lui. Entendre sa voix était un bonheur à l'espérance duquel elle avait presque renoncé. En ce moment, elle ne se souvenait de sa hauteur que pour la maudire. Elle eût voulu trouver des démarches insolites, incroyables, pour lui prouver jusqu'à quel point elle l'adorait et se détestait elle-même. C'est probablement à cause de cet orgueil, continua Julien, que vous m'avez distingué un instant. C'est certainement à cause de cette fermeté courageuse et qui convient à un homme que vous m'estimez en ce moment. Je puis avoir de l'amour pour la maréchale. Mathilde tressaillit, ses yeux prirent une expression étrange. Elle allait entendre prononcer son arrêt. Ce mouvement n'échappa point à Julien, et il sentit faiblir son courage. Ah, se disait-il, en écoutant le son des vaines paroles que prononçait sa bouche, comme il eût fait un bruit étranger, si je pouvais couvrir de baisers ces joues si pâles et que tu ne le sentisses pas. Je puis avoir de l'amour pour la maréchale, continua-t-il. Et sa voix s'affaiblissait toujours, mais certainement je n'ai de son intérêt pour moi aucune preuve décisive. Mathilde le regarda et soutint ce regard, du moins elle espéra que sa physionomie ne l'avait pas trahi, et se sentait pénétré d'amour jusque dans les replis les plus intimes de son cœur. Jamais il ne l'avait adorée à ce point. Il était presque aussi fou que Mathilde. Si elle se fût trouvée assez de sang-froid ou de courage pour manœuvrer, il fût tombé à ses pieds en abjurant toute vaine comédie. Il eut assez de force pour pouvoir continuer à parler. « Ah, Korassov, s'écria-t-il intérieurement, que n'êtes-vous ici? Quel besoin j'aurais d'un mot pour diriger ma conduite ?» Pendant ce temps, sa voix disait « À défaut de tout autre sentiment, la reconnaissance suffirait pour m'attacher à la maréchale. Elle m'a montré de l'indulgence, elle m'a consolé quand on me méprisait. Je puis ne pas avoir une foi illimitée en de certaines apparences extrêmement flatteuses sans doute, mais peut-être aussi bien peu durables. » « Ah, grand Dieu !» s'écria Mathilde. « Eh bien, quelle garantie me donneriez-vous » reprit Julien avec un accent vif et ferme, et qui semblait abandonner pour un instant les formes prudentes de la diplomatie. « Quelle garantie, quel Dieu me répondra que la position que vous semblez disposée à me rendre en cet instant vivra plus de 2 jours ? L'excès de mon amour et de mon malheur, si vous ne m'aimez plus, lui dit-elle en lui prenant les mains et se tournant vers lui. Le mouvement violent qu'elle venait de faire avait un peu déplacé sa pèlerine. Julien apercevait ses épaules charmantes, ses cheveux un peu dérangés qui lui rappelèrent un souvenir délicieux. Il allait céder. Un mot imprudent, se dit-il, et je fais recommencer cette longue suite de journées passées dans le désespoir. Madame de Rênal trouvait des raisons pour faire ce que son cœur lui dictait. Cette jeune fille du grand monde ne laisse son cœur s'émouvoir que lorsqu'elle s'est prouvée par bonne raison qui doit être émue. Il vit cette vérité en un clin d'œil, et en un clin d'œil aussi retrouva du courage. Il serra ses mains que Mathilde pressait dans les siennes et avec un respect marqué s'éloigna un peu d'elle. Un courage d'homme ne peut aller plus loin. Il s'occupa ensuite à réunir toutes les lettres de Madame de Fervaques qui étaient éparses sur le divan, et ce fut avec l'apparence d'une politesse extrême et si cruelle en ce moment qu'il ajouta. Mademoiselle de la Mole daignera me permettre de réfléchir sur tout ceci. Il s'éloigna rapidement et quitta la bibliothèque. Elle l'entendit refermer successivement toutes les portes. Le monstre n'est point troublé, se dit-elle. Mais que dis-je, monstre? Il est sage, prudent, bon. C'est moi qui ai plus de tort qu'on en pourrait imaginer. Cette manière de voir dura. Mathilde fut presque heureuse ce jour-là, car elle fut toute à l'amour. On eût dit que jamais cette âme n'avait été agitée par l'orgueil, et quel orgueil! Elle tressaillit d'horreur quand le soir au salon un laquais annonça Madame de Fervaques. La voix de cet homme lui parut sinistre. Elle ne put soutenir la vue de la maréchale et s'éloigna bien vite. Julien, peu énorgueilli de sa pénible victoire, avait craint ses propres regards et n'avait pas dîné à l'hôtel de la Mole.
Son amour et son bonheur augmentaient rapidement à mesure qu'il s'éloignait du moment de la bataille. Il en était déjà à se blâmer. Comment ai-je pu lui résister, se disait-il. Si elle allait ne plus m'aimer, un moment peut changer cette âme altère, et il faut convenir que je l'ai traitée d'une façon affreuse. Le soir, il sentit bien qu'il fallait absolument paraître au bouffe dans la loge de madame de Fervaques. Elle l'avait expressément invité. Mathilde ne manquerait pas de savoir sa présence ou son absence impolie. Malgré l'évidence de ce raisonnement, il n'eut pas la force, au commencement de la soirée, de se plonger dans la société en parlant et il allait perdre la moitié de son bonheur. 10 heures sonnèrent et fallut absolument se montrer. Par bonheur, il trouva la loge de la maréchale remplie de femmes et fut relégué près de la porte, et tout à fait caché par les chapeaux. Cette position lui sauva un ridicule, les accents divins du désespoir de Caroline dans le matrimonio Sergetto le firent fondre en larmes. Madame de Fervaques vit ses larmes, et elles faisaient un tel contraste avec la mâle-fermeté de sa physionomie habituelle que cette âme de grande dame, dès longtemps saturée de tout ce que la fierté de parvenue a de plus corrodant, en fut touchée. Le peu qui restait chez elle d'un cœur de femme la porta à parler, et voulut jouir du son de sa voix en ce moment. « Avez-vous vu les dames de la Mole ?» lui dit-elle. « Elles sont au 3e. » À l'instant, Julien se pencha dans la salle en s'appuyant impoliment sur le devant de la loge et vit Mathilde. Ses yeux étaient brillants de larmes. « Et cependant, ce n'est pas leur jour d'opéra, pensa Julien. Quel empressement !» Mathilde avait décidé sa mère à venir au bouffe, malgré l'inconvenance du rang de la loge qu'une complaisante de la maison s'était empressée de leur offrir. Elle voulait voir si Julien passerait cette soirée avec la maréchale. Chapitre 31. Lui faire peur. Voilà donc le beau miracle de votre civilisation. De l'amour, vous avez fait une affaire ordinaire. Barnave. Julien courut dans la loge de madame de la Mole. Ses regards rencontrèrent d'abord les yeux en larmes de Mathilde. Elle pleurait sans nulle retenue. Il n'y avait là que les personnages subalternes, l'ami qui avait prêté la loge et des hommes de sa connaissance. Mathilde posa sa main sur celle de Julien. Elle avait comme oublié toute crainte de sa mère. Presque étouffée par ses larmes, elle ne lui dit que ce seul mot dégaranti. Au moins que je ne lui parle pas, se disait Julien, fort ému lui-même, et se cachait tant bien que mal les yeux avec la main, sous prétexte du lustre qui éblouit le 3e rang de loge. Si je parle, elle ne peut plus douter de l'excès de mon émotion. Le son de ma voix me trahira. Tout peut être perdu encore. Ces combats étaient bien plus pénibles que le matin. Son âme avait eu le temps de s'émouvoir. Il craignait de voir Mathilde se piquer de vanité, ivre d'amour et de volupté, et prit sur lui de ne pas lui parler. C'est, selon moi, l'un des plus beaux traits de son caractère. Un être capable d'un tel effort sur lui-même peut aller loin. Sifat Asinan. Mademoiselle de la Mole insista pour ramener Julien à l'hôtel. Heureusement, il pleuvait beaucoup. Mais la marquise le fit placer vis-à-vis d'elle, lui parla constamment et empêcha qu'il ne pût dire un mot à sa fille. On eût pensé que la marquise soignait le bonheur de Julien, ne craignait plus de tout perdre par l'excès de son émotion, s'il s'y livrait avec folie. Oserais-je dire qu'en rentrant dans sa chambre, Julien se jeta à genoux et couvrit de baisers des lettres d'amour données par le prince Korassov ? « Ô grand homme, que ne te dois-je pas ?» s'écria-t-il dans sa folie. Peu à peu, quelque sang-froid lui revint. Il se compara à un général qui vient de gagner à demi une grande bataille. L'avantage est certain, immense, se dit-il, mais que se passera-t-il demain? Un instant peut tout perdre. Il ouvrit d'un mouvement passionné les mémoires dictées à Sainte-Hélène par Napoléon, et pendant 2 longues heures se força à les lire. Ses yeux seuls lisaient, n'importe, il s'y forçait. Pendant cette singulière lecture, sa tête et son cœur montaient au niveau de tout ce qu'il y a de plus grand travaillé à son insu. Ce cœur est bien différent de celui de madame de Rênal, se disait-il, mais il n'allait pas plus loin. Lui faire peur, s'écria-t-il tout à coup en jetant le livre au loin.
L'ennemi ne m'obéira qu'autant que je lui ferai peur, alors il n'osera me mépriser. Il se promenait dans sa petite chambre ivre de joie. À la vérité, ce bonheur était plus d'orgueil que d'amour. Lui faire peur, se répéta-t-il fièrement, et il avait raison d'être fier. Même dans ces moments les plus heureux, madame de Rênal doutait toujours que mon amour fût égal au sien. Ici, c'est un démon que je subjugue. Donc, il faut subjuguer. Il savait bien que le lendemain, dès 8 heures du matin, Mathilde serait à la bibliothèque. Il n'y parut qu'un 9 heures brûlant d'amour. Mais sa tête dominait son cœur. Une seule minute peut-être ne se passa pas sans qu'il ne se répétât la tenir, toujours occupé de ce grand doute, m'aime-t-il? Sa brillante position, les flatteries de tout ce qui lui parle, la porte un peu trop à se rassurer. Il la trouva pâle, calme, assise sur le divan, mais hors d'état apparemment de faire un seul mouvement. Il lui tendit la main. « Ami, je t'ai offensé. Il est vrai, tu peux être fâché contre moi. » Julien ne s'attendait pas à ce ton si simple. Il fut sur le point de se trahir. « Vous voulez des garanties, mon ami, ajouta-t-elle après un silence qu'elle avait espéré voir rompre. Il est juste. Enlevez-moi, partons pour Londres. Je serai perdue à jamais, déshonorée. » Elle eut le courage de retirer sa main à Julien pour s'en couvrir les yeux. Tous les sentiments de retenue et de vertu féminine étaient rentrés dans cette âme. « Eh bien, déshonorez-moi, dit-elle enfin avec un soupir. C'est une garantie. Hier, j'ai été heureux parce que j'ai eu le courage d'être sévère avec moi-même, pensa Julien. Après un petit moment de silence, il eut assez d'empire sur son cœur pour dire d'un ton glacial. « Une fois en route pour Londres, une fois déshonorée pour me servir de vos expressions qui me répond que vous m'aimerez. Que ma présence dans la chaise de poste ne vous semblera point importune. Je ne suis pas un monstre, vous avoir perdu dans l'opinion ne sera pour moi qu'un malheur de plus. Ce n'est pas votre position avec le monde qui fait obstacle, c'est par malheur votre caractère. Pouvez-vous vous répondre à vous-même que vous m'aimerez 8 jours? Ah, qu'elle m'aime 8 jours seulement, se disait tout bas Julien, et j'en mourrais de bonheur. Que m'importe l'avenir, que m'importe la vie? Et ce bonheur divin peut commencer en cet instant si je veux. Il ne dépend que de moi. » Mathilde le vit pensif. « Je suis donc tout à fait indigne de vous, dit-elle en lui prenant la main. Julien l'embrassa, mais à l'instant la main de fer du devoir saisit son cœur. Si elle voit combien je l'adore, je la perds. Et avant de quitter ses bras, elle avait repris toute la dignité qui convient à un homme. Ce jour-là et les suivants, il sut cacher l'excès de sa félicité, et le des moments où il se refusait jusqu'au plaisir de la serrer dans ses bras. Dans d'autres instants, le délire du bonheur l'emportait sur tous les conseils de la prudence. C'était auprès d'un berceau de chèvrefeuilles disposé pour cacher l'échelle dans le jardin qu'il avait coutume d'aller se placer pour regarder de loin persiennes de Mathilde et pleurer son inconstance. Un fort grand chêne était tout près, et le tronc de cet arbre l'empêchait d'être vu des indiscrets. Passant avec Mathilde dans ce même lieu qui lui rappelait si vivement l'excès de son malheur, le contraste du désespoir passé et de la félicité présente fut trop fort pour son caractère. Des larmes inondèrent ses yeux, et portant à ses lèvres la main de son ami, « Ici, je vivais en pensant à vous. Ici, je regardais cette persienne. J'attendais des heures entières le moment fortuné où je verrais cette main l'ouvrir. » Sa faiblesse fut complète. Il eût peigni avec ces couleurs vraies qu'on n'invente point l'excès de son désespoir d'alors. De courtes interjections témoignaient de son bonheur actuel qui avait fait cesser cette peine atroce. « Que fais-je, grand Dieu ?» se dit Julien revenant à lui tout à coup. « Je me perds. » Dans l'excès de son alarme, il crut déjà avoir moins d'amour dans les yeux de mademoiselle de La Mole. C'était une illusion. Mais la figure de Julien changea rapidement et se couvrit d'une pâleur mortelle. Ses yeux s'éteignirent un instant et l'expression d'une auteure non exempte de méchanceté succéda bientôt à celle de l'amour, le plus vrai et le plus abandonné. « Qu'avez-vous donc, mon ami ?» lui dit Mathilde avec tendresse et inquiétude.
Je mens, dit Julien avec humeur, et je mens à vous, je me le reproche, et cependant Dieu sait que je vous estime assez pour ne pas mentir. Vous m'aimez, vous m'êtes dévoué, et je n'ai pas besoin de faire des phrases pour vous plaire. Grand Dieu, ce sont des phrases que tout ce que vous me dites de ravissant depuis 10 minutes, et je me les reproche vivement, cher ami. Je les ai composés autrefois pour une femme qui m'aimait et m'ennuyait. C'est le défaut de mon caractère. Je me dénonce moi-même à vous, pardonnez-moi. Des larmes amères inondaient les joues de Mathilde. Dès que par quelques nuances qui m'a choquée, j'ai un moment de rêverie forcée, continuait Julien. Mon exécrable mémoire, que je maudis, en ce moment m'offre une ressource et j'en abuse. Je viens donc de tomber à mon insu dans quelques actions qui vous aura déplu, dit Mathilde avec une naïveté charmante. Un jour, je m'en souviens en passant près de ces chèvrefeuilles. Vous avez cueilli une fleur de Monsieur de Luz, vous l'a prise et vous la lui avez laissée. J'étais à 2 pas. Monsieur de Luz, c'est impossible, reprit Mathilde, avec la hauteur qui lui était si naturelle. Je n'ai point ses façons. J'en suis sûre, répliqua vivement Julien. Eh bien, il est vrai, mon ami, dit Mathilde en baissant les yeux tristement. Elle savait positivement que depuis bien des mois, elle n'avait pas permis une telle action à M. de Luz. Julien la regarda avec une tendresse inexprimable. Non, se dit-il, elle ne m'aime pas moins. Elle lui rapprocha le soir en riant son goût pour Madame de Fervaques. Un bourgeois aimait une parvenue. Les cœurs de cette espèce sont peut-être les seuls que mon Julien ne puisse rendre fou. Elle avait fait de vous un vrai dandy, disait-elle en jouant avec ses cheveux. Dans le temps qui se croyait méprisé de Mathilde, Julien était devenu l'un des hommes les mieux mis de Paris. Mais encore avait-il un avantage sur les gens de cette espèce. Une fois sa toilette arrangée, il n'y songeait plus. Une chose piquait Mathilde, Julien continuait à copier les lettres russes et à les envoyer à la maréchale. Voilà, je termine pour cette fois-ci. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et on continuera la prochaine fois avec le chapitre 32. Ciao!